8h à 18h. Oui, parce qu'il y a encore la course le lendemain. Alors, bonsoir à tous, monsieur le municipal, mesdames, messieurs, chers docteurs, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Sarah Nioni, donc je suis mère de 2 jeunes enfants et présidente de l'association Toxic Free Suisse, qui organise ce soir cette première conférence. Le but principal de notre association est l'information et la sensibilisation de la population et du corps médical aux effets sur la santé des pesticides et perturbateurs endocriniens. L'organisation a été créée en fin 2016. Nous étions 3 mamans et avons réalisé que encore de nombreuses personnes vivent un peu dans l'ignorance des effets potentiels de nombreux produits auxquels nous sommes malheureusement exposés tous les jours. Moi-même, lors de mes 2 grossesses, à part éviter de fumer, éviter de boire, je n'ai pas reçu d'informations sur ces autres produits qui sont pourtant assez problématiques pour les enfants à venir et pour les mamans. Et donc c'est là où nous pensons que le corps médical a un rôle important à jouer en ce qui concerne la transmission de ces informations aux patients. Aux préparations de cette conférence, j'ai fait tester mon lait maternel et mon urine. Le but était de montrer assez fièrement qu'en fait, en faisant attention, en mangeant bio la plupart du temps, en ne mettant pas de produits sur la peau, en n'ayant pas de produits de nettoyage à la maison, on a des résultats magnifiques. Et c'est mitigé, c'est vrai en partie, mais pas tant que ça. Ça veut dire qu'on a cherché une dizaine de produits et on les a tous trouvés. Des produits qui peuvent être assez problématiques. Si on avait cherché 10 000 produits, on les aurait également tous trouvés. Donc, quelles conclusions on peut en tirer? Donc, déjà, on peut se dire que c'est assez triste d'être imbibé d'autant de substances. Je n'ai pas eu le courage de faire tester mes enfants, mais je pense qu'on aurait eu des résultats également pas très réjouissants. On voit que c'est un thème vaste et complexe. Il existe plus de 12 millions de substances chimiques. La liste ne fait que de s'allonger chaque jour. Et ça, on peut parler que de la substance elle-même, mais en plus, après, il y a la substance quand elle se dégrade, donc les métabolites qui peut être jusqu'à 10 fois ou 20 fois ce chiffre. Donc c'est un thème, on le verra pendant la conférence et pendant la table ronde, c'est un thème complexe, difficile. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas communiquer et ne rien faire, au contraire. Justement, si on pense qu'une personne informée, qui fait attention à justement tous ces produits dans son corps, et ben on ne peut qu'imaginer une personne qui n'a aucune idée quel résultat elle pourrait avoir. Mais l'idée, en fait, c'est de dire qu'on ne peut pas éviter ces substances, même en allant s'isoler au fin fond de la Guyane, on trouve toujours ces produits, même dans la fosse des Malouines, à 30 000 mètres sous la mer, on en trouve, donc on ne peut pas éviter. Mais on verra à la fin de la conférence et pendant la table ronde qu'avec un petit peu de bon sens et quelques mesures assez simples à prendre, on peut quand même éviter quelques expositions. Donc je ne vous garantis pas que vous aurez une réponse à peut-être toutes vos questions. L'idée est vraiment d'amener le débat. La discussion est justement à la suite de l'exposé du docteur Ménage. Donc nous aurons une table ronde qui sera, pour lesquelles participeront la docteure Nathalie Chèvre, qui est écotoxicologue à l'UNIL et auteur entre autres du livre Alerte aux micropolluants. Le professeur Thierry Buclin, qui est médecin, qui est pharmacologue au CHUV et à l'UNIL, bien sûr, auteur de nombreuses études également, et Madame Anne-Laure Demière, qui est collaboratrice scientifique et d'évaluation des risques des produits chimiques à l'Office fédéral de la santé publique. Je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation et d'être venu participer à cette table ronde. Donc sans plus tarder, je donne la parole au Dr Robin Ménage, qui est généticien moléculaire et toxicologue au King's College de Londres. Il a effectué sa thèse au CRIGEN avec Giléric Serralini. Il est l'auteur d'une vingtaine d'études indépendantes revues par des pairs et de la seule étude sur le long terme effectuée sur le pesticide Roundup. Donc je vous prie d'accueillir
Robben-Ménage. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Sarah, ça me fait plaisir d'être avec vous pour pouvoir discuter d'un sujet qui est si polémique. Encore 5 ans auparavant, on n'en entendait pas trop parler des perturbateurs endocriniens, mais maintenant c'est quasiment tous les jours dans la presse. Donc on a quand même des raisons de se poser des questions quant aux effets de ces molécules sur la santé. On peut commencer par un constat. Le constat, c'est que la prévalence des maladies chroniques, elle augmente dans la population. On a de plus en plus de cancers, de maladies neurodégénératives, des leucémies par exemple, des maladies aussi comme les allergies qui peuvent être dues à des effets à des problèmes de l'environnement. Donc, on peut imaginer que on nous dit souvent que ces maladies peuvent être dues à des problèmes génétiques, mais c'est une hypothèse qu'on peut éliminer rapidement parce que le patrimoine génétique de l'homme ne va pas changer aussi vite en l'espace d'une ou deux générations. En l'espace d'une génération, on accumule généralement 10 ou 20 mutations. Ce n'est pas assez pour expliquer une flambée de maladies chroniques dans les populations. On peut se dire que c'est peut-être une amélioration du dépistage, c'est vrai. En ces dernières dizaines d'années, les dépistages ont été de plus en plus efficaces et maintenant on dépiste de plus en plus efficacement et de plus en plus tôt certains cancers. Mais il y a des cancers, par exemple, chez les jeunes enfants, pour lesquels les effets du dépistage peuvent être exclus et on voit très bien que c'est quelque chose d'autre. Est-ce que c'est dû au vieillissement des populations ? Peut-être pour certaines maladies, on voit que les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson augmentent. Il y a sûrement un effet dû à l'allongement de l'espérance de vie, mais encore une fois, on a des cancers, par exemple, chez les enfants, qui explosent, et ça, c'est pas dû aux effets du vieillissement. Est-ce que c'est dû aux effets du produit chimique ? Les effets des produits chimiques, c'est quelque chose qui a été négligé pendant des dizaines d'années, et maintenant, on s'aperçoit, en réalisant des études scientifiques, que les produits chimiques qui sont là depuis des dizaines d'années ou des vingtaines d'années ont des effets toxiques dans la population. Ces effets toxiques, ils sont souvent par l'intermédiaire du système hormonal. Pourquoi par l'intermédiaire du système hormonal ? En fait, quand on comprend le fonctionnement des hormones, on comprend que les polluants à de très faibles doses pourraient avoir un effet sur le système hormonal. Les hormones, elles agissent à de très faibles doses dans le corps humain, donc on pourrait s'attendre à ce qu'une molécule, un polluant qui a une structure similaire à une hormone, même s'il n'est pas présent à des forts niveaux de contamination, pourrait avoir un effet sur la physiologie humaine. Ce rapport par l'OMS a été publié il y a quelques années, et c'est une très bonne base bibliographique si vous voulez avoir des références bibliographiques sur des études qui montrent les effets perturbateurs endocriniens de la pollution. Vous pouvez aller voir ce document, il est très bien fait et il rapporte vraiment les effets des perturbateurs endocriniens, aussi bien sur l'environnement que sur la santé humaine, sur la faune sauvage. Je conseille très vivement ce document. Les caractéristiques des perturbateurs endocriniens, elles font que leurs effets ne sont pas vraiment facilement détectables dans les populations. J'aime bien cette image de cet éléphant, c'est une œuvre d'art de l'artiste Banksy, et donc ça représente une expression anglaise qu'on a, « the elephant in the room », qui nous dit que parfois on a quelque chose d'aussi gros qu'un éléphant et on ne le voit pas. Et c'est peut-être le cas des perturbateurs endocriniens. Donc, leurs caractéristiques principales, que je vais vous décrire au fur et à mesure de quelques exemples de produits qui ont des effets perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils agissent à de très faibles doses, c'est qu'ils agissent très tôt. Une perturbation endocrine, par exemple, de quelques jours pendant la grossesse, pourrait avoir un effet quelques dizaines d'années plus tard. Leurs effets sont non linéaires à la dose, donc c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif. On a l'habitude de dire que les poisons ont des effets linéaires à la dose. Plus on a de molécules, plus il va y avoir d'effets toxiques. Ce n'est pas vrai pour les perturbateurs endocriniens. Et ça s'explique très bien. C'est invisible. Ce n'est pas invisible si on prend la peine de le détecter et de faire des mesures, mais pour l'instant, on a des dizaines de milliers de produits chimiques qui sont sur le marché
mais on ne mesure pas du tout la contamination des populations humaines par ces produits chimiques. Et ils agissent en mélange, ce qui est encore plus compliqué pour pouvoir les évaluer. On est exposé quotidiennement à une soupe de produits chimiques. Sarah vous le disait, elle a fait analyser les urines, le lait maternel, et on trouve des polluants, même dans les fluides biologiques d'une personne qui fait attention à son mode de vie. Il y a cette cohorte en France, la cohorte ELF, qui montre que, en étudiant plus de 4000 femmes enceintes et en étudiant la présence de polluants variés comme des phtalates et de bisphénol A qui se retrouvent dans les plastiques, ou alors des pesticides, ou alors des dioxines ou des PCB ou des retardateurs de flammes qui sont sur les matelas, les vêtements, des métaux lourds, tous ces composés se retrouvent dans le sang et l'urine des femmes enceintes. Quand on sait que certains de ces composés peuvent avoir des effets hormonaux, on peut vraiment se poser la question de leurs effets à long terme. Je vais commencer par parler des xénoœstrogènes. C'est des molécules qui perturbent le système hormonal en agissant comme des œstrogènes. Je vais parler de cela en premier parce que c'est les plus connus. Historiquement, c'est ces produits qui ont permis de découvrir les effets perturbateurs endocriniens. Il y a 60 ans, on voyait déjà des populations d'animaux sauvages qui devenaient stériles parce qu'ils étaient contaminés par des pesticides perturbateurs endocriniens. Un de ces perturbateurs endocriniens qui est très connu, c'est le bisphénol A, qu'on retrouve dans les bouteilles en plastique et qui est présent dans les fluides biologiques des populations humaines quasiment à chaque fois que l'on prend la peine de le mesurer. On comprend qu'il pourrait avoir des effets similaires à l'hormone naturelle, le stradiol, parce qu'il a la même structure, plus ou moins. Les deux cycles de cette molécule, le bisphénol A, se mettent comme de cette façon dans le récepteur pour agir de la même façon que le stradiol. Et toutes ces molécules, elles ont des effets qui s'additionnent, et ils s'additionnent au point que dans l'environnement, en baie de Seine, en Normandie, là où j'ai passé mon enfance, si on prend 350 grammes de moules qui sont pêchés en Normandie, on va avoir l'équivalent d'une pilule contraceptive. Bon, je ne recommande pas de manger des moules pour pouvoir avoir un effet de pilule contraceptive. Donc ces effets-là, ils ont vraiment des conséquences graves, premièrement sur l'environnement. Par exemple, ici, on voit une des premières études qui a montré les effets perturbateurs endocriniens d'un pesticide. Ce pesticide, c'est l'atrazine. Il est interdit en Europe, mais il est toujours utilisé aux États-Unis. Et à des doses très faibles, ce pesticide perturbe le développement des organes sexuels des grenouilles et leur comportement. Ce qu'on voit ici, c'est deux mâles. Deux mâles parce que le mâle qui a été exposé à l'atrazine, à une dose qui est très faible et qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet. C'est partiellement transformé en femelle, et quand on regarde les organes reproducteurs de ce mâle, on va même trouver des organes reproducteurs de femelles et qui sont fonctionnels. Donc ce pesticide qui se comporte comme un œstrogène a vraiment des effets très graves sur la faune sauvage. On peut se dire que ces effets sont détectés que chez les grenouilles, mais non, c'est pas vrai, parce que quand on fait des mesures chez les populations humaines, on va voir certains de ces effets. C'est très difficile à faire parce qu'on ne peut pas suivre des humains comme des grenouilles en les confinant dans un milieu contrôlé comme dans un laboratoire. Mais on voit par exemple que des études faites en mesurant des pesticides ou alors des médicaments ayant des effets perturbateurs endocriniens comme les œstrogènes ont permis de découvrir que ces molécules avaient des effets sur la santé humaine. Par exemple, le DDT, cet insecticide qui était pulvérisé dans les années 50, 60, 70, qui a été interdit depuis, mais qui est toujours utilisé dans certaines zones d'Afrique pour contrôler les populations de moustiques. Les filles et femmes qui étaient exposées à ce pesticide dans les années 60 ont 4 fois plus de risque de développer un cancer du sein. Et cet effet, il est détecté chez des populations de, je ne me rappelle plus du nombre de femmes, mais c'est quelque chose
comme 10 000, donc ils ont contrôlé pour les effets de la cigarette ou d'autres effets environnementaux. Donc ils sont vraiment sûrs que c'est les effets du DDT. Pareillement pour le Distilbène, qui est un médicament qui était donné dans les années 60 aux femmes pour pouvoir prévenir des fausses couches. Ces femmes maintenant ont beaucoup de problèmes et leurs filles développent des cancers. On comprend ces effets parce qu'on a aussi des études chez les animaux de laboratoire et on voit que les expositions à ces produits dérèglent le développement et que ces effets sont détectés beaucoup plus tard pendant la vie adulte. Par exemple, le bisphénol A, ce produit chimique dans les plastiques qui se comporte comme un œstrogène, il modifie l'architecture de la glande mammaire et il prédispose en cancer du sein. En tout cas, chez les animaux de laboratoire. On n'a pas beaucoup d'études chez l'homme qui sont concluantes, mais on peut expliquer aussi pourquoi c'est difficile de faire des études chez l'homme. C'est difficile de faire des études chez l'homme parce qu'on est exposé à des mélanges de centaines de produits chimiques. Et je vais vous expliquer que quand on mesure le bisphénol A, par exemple, on mesure que la pointe de l'iceberg, parce qu'il y en a des dizaines d'autres des bisphénols qu'on peut détecter dans nos urines et dans notre sang. Une caractéristique de ces effets, c'est qu'ils sont non linéaires à la dose. Ça peut surprendre parce qu'on se dit la dose fait le poison, et c'est aussi pour ça que ces effets passent à la trappe dans les tests réglementaires, parce que les tests réglementaires font l'hypothèse que la dose fait le poison, donc quand il y a un effet qui sort de ce schéma, il n'est pas considéré comme pertinent. Donc les effets des molécules comme le bisphénol A ne sont pas reconnus dans les tests réglementaires et la réglementation actuelle parce qu'ils ont ce type d'effet non linéaire à la dose. C'est pas si surprenant d'avoir des effets non linéaires à la dose parce que c'est quelque chose qui est connu aussi dans la communauté médicale, par exemple pour le tamoxifène. Le tamoxifène qui est utilisé pour inhiber la croissance des tumeurs en interférant avec le métabolisme des œstrogènes, il peut avoir des effets contraires au début. Cet effet qui s'appelle le flair, il se rencontre chez les patients quand on commence le traitement par le tamoxifène. Le temps que la dose de tamoxifène dans le sang atteigne un niveau thérapeutique, on va avoir un effet contraire et les tumeurs peuvent augmenter de taille au début du traitement. C'est ce qu'on voit par exemple dans ces études. Là, c'est sur des souris. On voit que les souris traitées au tamoxifène à une faible dose développent plus de tumeurs que les souris placebo. Une des caractéristiques des perturbateurs endocriniens, c'est aussi qu'ils agissent en mélange. Et on voit, si on regarde avec une vision plus large, 1812 polluants, comme l'a fait l'Agence américaine de protection de l'environnement, on voit que sur ces 1812 polluants communs qui sont retrouvés dans les populations humaines, 72 d'entre eux agissent comme des œstrogènes. Et si on teste ces polluants sur des cellules humaines, par exemple, dans un laboratoire, ce qu'on voit, c'est que seuls à une dose donnée, ils ne vont pas avoir d'effet. Mais si, à cette dose, on combine plusieurs de ces polluants, on va avoir un effet. C'est ce qu'on voit ici. Ça a été une étude qui a étudié un mélange de 12 polluants. À une dose donnée, ces polluants n'ont aucun effet sur le métabolisme des œstrogènes. Et par contre, quand on les mélange, on voit que l'effet augmente dramatiquement. Je vous parlais du bisphénol A et des autres bisphénols pour vous dire que c'est difficile de faire des études parce que généralement, quand on mesure un polluant oestrogénique, on ne contrôle pas les dizaines d'autres qui sont présents et c'est des facteurs qui empêchent de voir les effets dans les populations humaines. Pour le bisphénol A, on est content maintenant, on peut trouver dans nos supermarchés des bouteilles d'eau sans bisphénol A. Ça marche très bien pour vendre de nouvelles bouteilles d'eau, mais si on regarde bien ce qui a remplacé le bisphénol A, c'est le bisphénol B, le bisphénol C, le bisphénol E, Z. En fait, la liste est grandie avec l'imagination des chimistes et toutes ces molécules se retrouvent déjà dans les urines humaines. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, on est déjà exposé à ces molécules.
au laboratoire des alternatives au bisphénol A. J'en ai pris 7, les plus communes, et je les ai étudiées sur des cellules mammaires pour voir si ces molécules pouvaient stimuler la croissance des cellules de cancer du sein. Et je me suis aperçu que certaines de ces molécules, certaines de ces alternatives qui sont retrouvées dans les produits sans bisphénol A, comme le bisphénol AF et B, sont beaucoup plus puissantes que le bisphénol A lui-même. Je vous ai parlé des effets des œstrogènes et des effets sur les hormones sexuelles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres hormones, par exemple les hormones thyroïdiennes, et il y a des produits qui sont vraiment connus pour perturber les hormones thyroïdiennes, c'est les retardateurs de flamme bromés. Les retardateurs de flamme bromés, c'est quelque chose qu'on a sur les vêtements neufs, ou alors sur les matelas, sur les téléphones, un peu partout. Sur tout ce qui reste de s'enflammer, la loi dit qu'il faut ajouter des retardateurs de flamme pour pouvoir prévenir les risques d'incendie. Quand on regarde la contamination des populations humaines par les retardateurs de flamme, on voit que les femmes qui ont des taux élevés de retardateurs de flamme pendant leur grossesse, elles donnent naissance à des enfants qui ont un quotient intellectuel réduit. On a beaucoup vu dans la presse ces derniers mois des articles sur ces produits qui perturbaient les hormones thyroïdiennes parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et quand on commence à étudier ce type de molécules, on voit qu'il n'y a pas que les oestrogènes. Si on regarde les hormones thyroïdiennes, il y a des effets. Si on regarde les hormones, les neurohormones comme la dopamine, on va avoir des effets aussi. Pour les hormones thyroïdiennes, on comprend bien ces effets aussi parce que si on regarde la structure d'un retardateur de flamme, comme celui-ci, le BDE47, on voit que cette molécule a 3 cycles et que sur ces cycles, on a des atomes de brome. Le brome, c'est un atome de la classe des halogènes, exactement comme l'iode, que l'on retrouve sur les hormones thyroïdiennes. Donc on peut comprendre que ces molécules ont des effets sur les hormones thyroïdiennes. Et on peut se dire aussi que quand on regarde la structure de ces molécules, c'est tellement flagrant qu'on pourrait avoir pensé à ces effets avant de commercialiser ce type de molécules. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée récemment par l'équipe de Barbara Demenex du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui est un groupe qui a produit beaucoup d'études sur les effets des perturbateurs endocriniens, et en particulier les retardateurs de flamme. En fait, ils ont construit leur propre modèle. Ils ont un tétard qui va être fluorescent quand il va y avoir une perturbation des hormones thyroïdiennes. Donc c'est vraiment pratique parce qu'ils ont pu screener vraiment tout un tas de molécules. Et ils ont fait l'hypothèse de dire que peut-être que les molécules qui sont retrouvées dans le sang et le liquide amniotique humain pourraient avoir des effets pendant la grossesse. Donc ils ont testé ces molécules-là aux concentrations retrouvées dans le liquide amniotique et à des concentrations encore plus basses. Et ils ont vu que des expositions très courtes à ces concentrations de perturbateurs endocriniens pouvaient réduire le volume des neurones et inhibent le mouvement des têtards. Les hormones thyroïdiennes des têtards, c'est exactement les mêmes que les hormones thyroïdiennes humaines. Donc on peut se dire que toutes ces molécules qui sont retrouvées dans les liquides amniotiques peuvent avoir des effets sur l'homme si elles ont des effets sur les têtards. Je vais parler aussi brièvement des neurohormones parce que j'ai envie aussi de vous donner l'étendue des types de perturbateurs endocriniens que l'on peut retrouver. L'exposition aux insecticides domestiques, par exemple, pendant la grossesse, provoque des troubles du comportement chez les enfants, qui sont mesurés à l'âge de 6 ans. Et ces effets s'expliquent par des perturbations du métabolisme de la dopamine. On a aussi des perturbations de la sérotonine, par exemple, ou d'autres molécules comme l'insuline. On retrouve par exemple le bisphénol A encore pour les perturbations des hormones pancréatiques. Et on a vu que le bisphénol A dérègle la sécrétion d'insuline par le pancréas. On peut se demander pourquoi tous ces produits chimiques qui sont sur le marché ont échappé à la réglementation, parce qu'il y a des tests réglementaires qui sont faits avant la mise sur le marché des produits chimiques. Les produits chimiques sont testés
sur plusieurs espèces d'animaux de laboratoire. Il y a toute une batterie de tests qui est mise en place, mais cette batterie de tests, elle ne permet pas de mesurer les effets perturbateurs endocriniens. Elle ne permet pas de mesurer les effets perturbateurs endocriniens parce qu'on ne s'intéresse pas on ne fait pas les bonnes expériences. Par exemple, dans la réglementation, il n'y a aucune expérience qui va exposer un animal de laboratoire pendant la grossesse et suivre l'état de santé de cet animal à l'âge adulte. On a aussi fait des études au laboratoire pour ça, et nous, on a émis l'hypothèse que peut-être que le principal pesticide du monde avait des effets toxiques. Le principal pesticide du monde, c'est le Roundup, un mélange de beaucoup de molécules dont on ne parle que du glyphosate, mais le Roundup est un mélange de beaucoup d'autres molécules. Et nous, on a pris la formulation commerciale, pas seulement le glyphosate. On a pris la formulation commerciale, telle qu'on peut la trouver dans les jardineries ou dans les supermarchés, ou utilisée par les agriculteurs, parce que c'était le plus pertinent à étudier. On ne s'est pas réduit à étudier seulement le principe actif, comme le nommé glyphosate, comme c'est le cas dans les tests industriels. Ce qu'on a vu, c'est que l'exposition des rats à cet herbicide à base de glyphosate, le Roundup, provoquait des tumeurs mammaires et des lésions du foie et des reins à des doses que l'on peut retrouver dans l'environnement. On s'est demandé pourquoi, parce que si on regarde dans les tests réglementaires, ces effets, ce n'est pas vraiment des effets perturbateurs endocriniens, on aurait peut-être pu les voir, mais sauf que dans les tests réglementaires, on a testé le glyphosate, pas le Roundup. Et le Roundup, c'est un mélange d'une dizaine de molécules, comme je vous le disais. Nous, au laboratoire, on l'a comparé au glyphosate pur, et ce qu'on a vu, c'est que le Roundup, par lui-même, il est jusqu'à 1000 fois plus toxique que le glyphosate seul. On a fait des analyses d'une dizaine de formulations de Roundup pour pouvoir détecter des éventuels nouveaux principes actifs de toxicité. Et ce qu'on a vu, c'était qu'une molécule, le POEA, était 10 000 fois plus toxique que le glyphosate, et que cette molécule, dans les populations humaines, était aussi incriminée pour pas mal d'effets sur la santé. Cette molécule, elle a été interdite récemment par le Parlement européen. Et donc normalement, la Commission européenne devrait trancher sur ce sujet dans pas longtemps, mais c'est pour vous dire que on regarde souvent une seule molécule, le glyphosate, mais il y en a des dizaines d'autres dans les formulations commerciales. Pour le bisphénol A, c'est pareil, on regarde que le bisphénol A, mais on est exposé à des dizaines de bisphénols différents. Je vais parler aussi des coûts pour la société et aussi des bénéfices pour l'industrie chimique. C'est pas vraiment mon sujet parce que je suis un scientifique, mais c'est intéressant à observer parce que les effets sur la santé des perturbateurs endocriniens, ça a des coûts astronomiques pour la société. Plus de 150 milliards d'euros par an pour les effets sur la fonction de reproduction, les effets neurologiques, l'obésité, les morts prématurées. Et ça, c'est des effets qui sont attribuables aux pesticides, aux retardateurs de flammes, au bisphénol A, et à toutes ces molécules perturbateurs endocriniens qui peuvent être rencontrées dans l'environnement. Si on met les profits du secteur industriel dans la balance, on voit que les profits du secteur industriel pour des produits chimiques sont considérables et aussi astronomiques. Donc, on peut se demander pourquoi les perturbateurs endocriniens, même s'ils ont des effets reconnus, ils ne sont pas interdits. C'est à cause de ce rapport bénéfice-risque. J'incrimine pas du tout les industriels parce que je sais qu'ils répondent à la demande des consommateurs. Si les gens veulent des bouteilles en plastique, ils vont vendre des bouteilles en plastique. Si les gens arrêtent d'acheter des bouteilles en plastique, ils vont arrêter de vendre des bouteilles en plastique. Quelle leçon on peut tirer de ça? Première leçon, c'est qu'il ne faut pas paniquer parce qu'on est tous exposés à ces molécules et que même si on prend beaucoup de précautions, on va quand même être exposé. On regarde le cas de Sarah par exemple, qui a un mode de vie exemplaire et qui retrouve des pesticides dans ses urines. Mais par contre, on peut quand même faire attention à notre mode de vie. Essayer d'éviter les aliments industriels qui sont contaminés par de nombreux additifs et par des bisphénols dans les emballages par exemple.
peut aussi s'informer. Et donc la précaution, c'est la meilleure des choses à faire, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. J'ai pas envie de passer pour un marchand de peur, parce que moi j'essaye de manger bio, je mange des légumes bio par exemple, mais il m'arrive de boire 2 litres de bière et elle ne va pas être bio. Enfin, il faut à un moment donné, il faut vivre aussi et pas s'interdire de vivre parce qu'on sait que des molécules peuvent avoir des effets sur la santé. Donc il faut faire attention, mais il faut garder une balance dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robin, pour cet exposé complet, intéressant. J'invite donc pardon. Alors, je pense qu'on prend les questions après, oui, comme ça, on pourra être adressé à vous aussi. Donc, j'invite le professeur Duclin, le professeur et Madame Demers à nous rejoindre ici, sur des tables de vous, justement. Merci beaucoup. Donc, peut-être juste pour initier la discussion, j'aurais trouvé intéressant que chacun d'entre vous, donc avec votre casquette professionnelle distincte, puisse donner pour vous personnellement qu'est-ce qu'est un perturbateur endocrinien. Parce que, effectivement, comme Robin l'a dit, on en entend beaucoup parler dans la presse. Beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement quelque chose qui rend les poissons femelles au lieu d'être mâles, etc. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait cerner un petit peu la discussion et puis peut-être Madame Demers, si vous pouvez commencer pour vous à l'OFSP, comment vous définissez ça? Alors pour nous, forcément, on se base un petit peu sur ce qui existe au niveau de réglementation et la définition qui est reconnue au niveau mondial, c'est comme la définition de l'OMS qui dit qu'un perturbateur endocrinien interfère avec le système hormonal et provoque de ce fait un effet néfaste pour l'organisme ou bien pour une population. Donc, ce qui implique en fait que ça y ait un effet au niveau hormonal, que ça provoque un effet sur l'organisme. Il y a beaucoup de substances qui peuvent agir avec le système hormonal, mais seules celles qui sont vraiment capables de faire un effet sur un organisme ou bien sur une population d'organismes à ce moment-là sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est la définition officielle. Venant peut-être de la médecine et de l'académie, moi j'adhère tout à fait à cette définition. Je retiens de la vôtre qu'il s'agit d'un mécanisme d'action. En fait, c'est tout produit capable d'interférer avec ce signaling, ces signaux biologiques qui font marcher notre corps. Hein. Et ces signaux biologiques utilisent, comme vous l'avez justement dit, des petites concentrations, ce qui fait que des produits capables de perturber ces systèmes agissent à petite concentration. Et puis, j'aime bien aussi ce que vous retenez, c'est qu'il vous faut quand même, pas seulement le mécanisme, mais un peu des évidences, c'est-à-dire des preuves d'action. Et puis ça permettra de délimiter un petit peu des catégories, parce que, dans le monde du médicament, c'est la même chose avec des mécanismes. On explique beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Ensuite, il faut des preuves d'efficacité. Et en l'occurrence, des preuves d'aspect nuisible, mais je pense que vous contribuez bien à les récolter, ces preuves. Alors moi, je vais dire que j'aime pas du tout le terme de perturbateur endocrinien parce que pour moi, ça veut. Enfin, je trouve qu'on l'utilise à toutes les sauces, comme je disais tout à l'heure, on le trouve tout le temps dans les journaux, comment éviter les perturbateurs endocriniens, etc. Dans l'imaginaire des gens, c'est souvent effectivement les substances qui agissent au niveau des hormones sexuelles féminines. Puis on s'imagine que c'est que ça, or c'est pas que ça, comme tu l'as très bien montré dans la présentation. Et j'ai un peu l'impression quand même que plus on avance, plus on se rendra compte que quasiment toutes les substances chimiques d'une manière ou d'une autre pourront avoir une influence au niveau du système hormonal. Donc je trouve que là on est en train de créer une définition autour de quelque chose qui concerne beaucoup de substances chimiques. Je parlais avant en Europe, il y a quand même 140 000 substances chimiques qui sont sur le marché. Les substances chimiques identifiées au niveau de la base de données CAS aux États-Unis, il y en a 290 millions. Donc on est dans des ordres de grandeur énormes et je trouve que faire un tri là-dedans et essayer de... Donc moi, c'est pas une définition que j'aime beaucoup. Et je trouve parce que justement, après, quand on parle de réglementation, ça voudrait dire qu'on devrait réglementer les perturbateurs endocriniens. On va avoir beaucoup de mal à trouver une définition pour ça. Et du coup, on va rien réglementer pendant encore longtemps. Oui, on voit ce qui est arrivé récemment au niveau de l'Union européenne. Je
Suisse suit un peu ce mode de fonctionnement. Donc on a attendu de nombreuses années pour trouver une définition et pour pouvoir réglementer. Et là on voit que la définition n'était pas satisfaisante, donc trop large pour pouvoir interdire ou pas certains produits en fait. Donc peut-être du point de vue réglementation, donc je reviens pas dans l'OFSP évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à une réglementation? Donc Robin dit pas de panique. Nous on se dit quand même au niveau personnel, tiens on a toutes ces substances en nous, on voit qu'elles ont des effets à des niveaux très faibles, même des niveaux qu'on pourrait éventuellement trouver dans l'eau potable. Alors comment est-ce que l'OFSP peut se positionner par rapport à ça? Alors, la définition, donc elle existe, ça c'est sûr, elle est reconnue vraiment voilà, par tout le monde, les scientifiques, les autorités mondiales reconnaissent cette définition. Après, le problème qu'on a, c'est l'application au niveau légal. Et puis, c'est vrai que dans l'Union européenne, il y a ces critères d'identification sur lesquels tout le monde attend, nous aussi. Et puis, c'est vrai que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que si on définit des critères qui sont très larges, il y a des substances qui ne sont pas forcément dangereuses, qui ne vont pas provoquer d'effets, qui ne vont plus être autorisées. Si on est trop... non, c'est pas vrai. Si on est très large, oui, ça va interdire trop de substances, et si c'est des critères qui sont trop stricts, il faudra énormément de preuves pour montrer que ces substances sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut vraiment trouver une balance entre les deux, et c'est ce qu'essaye de faire la Commission européenne. Actuellement, dans la version qu'ils ont, il y a des gens qui trouvent que ces critères sont trop larges, et des gens qui trouvent que ces critères sont trop stricts. L'industrie trouve que c'est trop large, les ONG et beaucoup d'États membres trouvent que c'est trop strict. Peut-être que c'est pas si mal que ça, mais on n'est pas... Enfin voilà, nous au niveau suisse, on considère aussi qu'ils sont trop stricts. On participe vraiment à l'effort au niveau européen, on est dans les groupes de travail, dans les groupes de discussion, on fait tout ce qu'on peut pour participer, parce que ça ne sert à rien qu'en Suisse on définisse nos propres critères d'identification des perturbateurs endocriniens. Donc on s'adapte un peu à ce qui se passe à l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est très très difficile. Est-ce que je pourrais vous rebondir et vous poser une question? D'une fois qu'on aurait des critères et des définitions, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il n'y a que interdire le produit ou autoriser le produit, ou est-ce qu'il y a des possibilités intermédiaires? Ça dépendra des régulations, en fait. Parce que dans certaines régulations, par exemple dans les produits biocides ou bien pour les produits phytosanitaires, donc tout ce qui est pesticides, c'est des régulations qu'on appelle positives. On donne une autorisation pour une certaine substance. Et en fait, si la substance est identifiée comme un perturbateur endocrinien, elle ne sera pas autorisée. Donc, elle sera interdite pour barre. Par contre, dans certaines autres régulations, comme par exemple pour les produits chimiques, il va y avoir par après une évaluation du risque lié à cette substance, si c'est un perturbateur endocrinien ou pas, une fois qu'elle a été identifiée. Donc après, ça dépendra vraiment de la régulation dans laquelle on peut. Voilà. Du domaine d'application. Un des grands problèmes avant de les réglementer, c'est de les identifier, et c'est vrai que les tests réglementaires sont assez inefficaces pour ça. On travaille aussi dessus, mais c'est vrai que c'est difficile parce que les tests, voilà, il faut que ce soit des tests qui soient, faut bien imaginer que ce soit des tests qui soient reproductibles, qui soient faisables par différents laboratoires. Il y a certaines validations, donc il y a l'OECD qui travaille, c'est vraiment au niveau mondial, on a des groupes avec le Japon, aux États-Unis, en Europe. On développe des tests on améliore des tests à tout le temps, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des tests qui vont... disons que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout tester non plus. Donc ça prendra du temps pour avoir des tests qui peuvent vraiment voir tous les effets. C'est ça. Et puis on se rend compte peut-être qu'on est toujours à la traîne, parce que si on se dit chaque jour il y a X centaines de substances chimiques qui sont produites, et puis on a un délai pour les tester, pour voir leurs effets, on est toujours un peu avec un train de retard. Peut-être, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que hier j'avais un cours, justement en introduction à l'hypotoxicologie, on disait ça, mais un peu comme dans le cas du dopage. On est toujours un peu avec un train de retard.
Et puis c'est vrai que là on parle toujours de regarder les substances individuellement, mais dans la présentation on a parlé du mélange. Et puis si on commence à s'intéresser au mélange, là on est dans un tout autre domaine et on se rend compte que la réglementation ne suffira pas. Donc du coup on est vraiment dans une application de la précaution et de se dire finalement il faut réduire d'une manière ou d'une autre notre exposition à la substance chimique. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais celles qu'on peut faire, déjà faisons-les. Comme tu disais tout à fait, n'achetons plus de bouteilles en plastique, on n'en vendra plus et il n'y aura plus de bisphénol A dedans. Merci. Et puis peut-être une question pour vous encore. Donc vous avez beaucoup étudié dans la faune, donc les poissons là autour du lac. Donc on a toujours vu dans beaucoup de cas avec les DDT ou d'autres produits, on voit les effets d'abord dans les animaux, puis quelques années après on se dit tiens on a les mêmes effets dans le corps humain. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une note d'espoir? Est-ce qu'on est résilient? Est-ce que d'après ce que vous voyez, est-ce qu'on a une capacité d'adaptation, de mutation ou C'est ce que je disais à Thierry pendant la présentation, si on applique les modèles de risque qu'on a, on ne devrait plus être là en fait. Et si on regarde quand on dit les risques pour les écosystèmes, il ne devrait plus y avoir d'espèces. Donc on a certainement une capacité de résilience. Les substances chimiques, elles ne sont pas apparues hier, ça fait quand même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on les utilise à large échelle et beaucoup. Donc il y a quand même des mécanismes de défense du corps, certainement aussi, des différents organismes qui s'adaptent, etc. On le voit très bien avec les organismes simples comme les bactéries, les algues, où on voit par exemple quand il y avait beaucoup de l'atrazine, dans l'aimant, quand on avait beaucoup d'atrazine, les algues se sont adaptées. Et maintenant qu'on a une diminution, parce qu'aussi en Suisse on n'utilise plus, on voit qu'elles deviennent de nouveau plus sensibles. Donc il y a des mécanismes qui font qu'on peut quand même s'adapter à ça. C'est bien, c'est positif. Et peut-être, est-ce que chacun de vous pourrait justement donner un conseil, quelque chose que vous-même vous appliquez personnellement, en plus en tant que scientifique, en tant que représentant de l'EPC, en tant que médecin, également en tant que scientifique, quelque chose de personnel que le public peut en mesure peut-être. C'est vrai que moi, le premier mot-clé, sobriété, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer vraiment au quotidien, parce que c'est en achetant par exemple des bouteilles d'eau, je sais que je contribue à ce mécanisme de mettre des plastifiants dans les bouteilles d'eau. J'essaye aussi de cuisiner. C'est vrai qu'on peut réduire vraiment l'exposition aux produits chimiques en arrêtant d'acheter des aliments industriels par exemple. Donc j'essaye de réduire au plus de ce côté-là, de m'informer aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est pas intuitif, donc c'est difficile aussi d'avoir des informations par intermédiaire de la presse, parce que la presse des fois en fait un peu trop, pas assez, ou alors n'est pas juste. Donc en vivant sobrement, on peut éviter pas mal de ces produits chimiques. Alors, je dirais qu'il y a deux choses pour moi qui sont importantes. Je pense qu'il faut varier. Il ne faut pas faire tout le temps la même chose, manger tout le temps les mêmes choses. Il faut vraiment, plus on varie, plus on sera exposé à plein de choses, mais dans des doses un peu plus basses. Et du coup, on peut espérer que ça soit moins important. Pour l'information, je suis tout à fait d'accord que les journaux ont tendance à toujours aussi un peu mettre un petit peu en avant ce qui est négatif. Il faut s'informer et puis regarder ce que publient les offices fédéraux, par exemple. Je peux vous dire que nous, on a un groupe de travail avec tous les offices fédéraux qui sont concernés, l'environnement, l'agriculture et tout, et on essaye de mettre maintenant des informations qui prennent le point de vue de tous les offices. Il y a une fiche d'information qui vient d'être mise à jour. Vous trouvez sur le site internet de l'OFSP et des autres offices, de SAV, etc. Vraiment, je vous recommande cette information. C'est vraiment, là, vous avez vraiment un point de vue officiel et puis pas le dernier forum qui dit que cette substance-là, c'est trop critique. Voilà, Je me fie aussi au conseil de sobriété dans la vie quotidienne, lutter contre le suremballage en particulier, et puis lutter contre l'abondance de produits, je fais attention à ça. Et comme pharmacologue, je fais très attention à la prise de médicaments. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tous les perturbateurs endocriniens, en particulier oestrogéniques,
ça me fait quand même un petit peu sourire quand je vois des dames avoir assez peur du bisphénol A, mais prendre religieusement leur contraception hormonale quotidiennement. Enfin, c'est des effets, c'est vrai que quand on à l'âge adulte, par exemple, si on a passé la cinquantaine, je ne m'inquiéterais pas beaucoup des effets du bisphénol A, mais par contre, pour une femme enceinte, là, c'est une autre histoire. Alors, moi, je dirais qu'il y a pas mal de choses que je pourrais dire. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine-là, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir beaucoup. J'ai eu ma période paranoïaque où je ne voulais plus toucher à rien, parce que j'étais sûre qu'il y avait méchantes substances chimiques partout. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas les éviter, donc on va de l'avant quand même. Donc, mis à part ce qui a été dit, moi, ce que je trouve très très important, c'est les cosmétiques. Parce que tous les jours dans vos salles de bain, si vous faites la liste, vous mettez 200 à 300 substances chimiques sur la peau. Rien qu'en vous lavant les cheveux, vous mettez une crème, etc. Et là-dedans, la plupart du temps, on ne sait pas grand-chose de leurs effets. Et là, on se les met volontairement, c'est pas quelque chose qu'on a. Notamment, c'est quelque chose qu'on met volontairement sur la peau. Donc, avec un peu de réflexion de ce côté-là, je pense qu'on peut vraiment diminuer la quantité de notre exposition à ces substances. Et c'est particulièrement important pour les enfants, justement, et pour les femmes enceintes. Au Danemark, par exemple, ils recommandent aux femmes enceintes de mettre sur la peau uniquement des choses qu'on peut manger, c'est-à-dire de l'huile en l'occurrence. Donc il y a vraiment des stades clés comme ça où c'est important de faire attention. Et même pour nous, c'est aussi important. Il faut savoir qu'une crème Nivea et une crème Dior, c'est la même chose, sauf que vous avez un packaging qui est différent. Vous payez le packaging, mais vous avez la même crème. Il y a un effet placebo, on pense, ça enlève des pigments en fait. C'est vrai que pour ça, les cosmétiques, c'est un principe de sobriété. Si on est au supermarché, qu'on a 2 savons, il y en a un, la liste d'ingrédients fait une vingtaine de molécules, et l'autre, il y a 2 ou 3 molécules à l'intérieur. Bon, voilà, on sait vers quel choisir. Puis il y a 2 choses que je voulais ajouter aussi, c'est que j'ai souvent des questions sur l'eau potable, parce que l'eau potable a été un excellent levier pour faire prendre conscience aux gens qu'il y avait des substances chimiques et notamment des médicaments dans notre alimentation et autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur, qui me dit je ne bois plus d'eau du robinet, je bois de l'eau en bouteille. Alors non, c'est pas une bonne solution. Et l'autre chose, c'est que si on réfléchit vraiment à notre exposition via l'eau du robinet, avec 2 litres d'eau par jour, c'est quand même vraiment moindre que ce que vous absorbez via l'alimentation, que ce que vous absorbez via votre mode de vie. On parlait des retardateurs de flamme. L'exposition maximum aux retardateurs de flamme, c'est quand vous êtes assis dans votre voiture. Parce que les sièges contiennent des retardateurs de flamme, il y en a partout, vous êtes enfermé dedans et vous respirez ça constamment. Donc ils ont fait des bilans, je ne sais plus, il y a 60% de l'exposition, c'est pendant sa voiture. Donc l'eau potable, je pense qu'on peut continuer à en boire et c'est en tout cas mieux que de l'eau en bouteille. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est sûr, c'est bien l'eau potable. Au niveau européen, la réglementation nous dit que les limites réglementaires pour les pesticides dans l'eau potable, c'est les limites de détection. Et elles sont très très faibles. Donc par rapport à l'alimentation, on est exposé beaucoup plus à des contaminants en mangeant notre alimentation quotidienne qu'en buvant de l'eau au robinet. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée des stades clés auxquels il faut faire attention. Nous, on a 50 ans, le bisphénol A, on a peut-être appris à se défendre, nous, si on est toujours là. Donc il y a vraiment des stades clés à faire attention et puis je pense qu'il ne faut pas devenir complètement parano non plus, il faut continuer le vivre. Après il y a effectivement quelques petites choses à ajuster, peut-être dans notre vie quotidienne sur lesquelles on peut agir. C'est vrai, quand il y a mon grand-père qui a 80 ans qui me dit j'arrête de boire de l'eau en bouteille parce qu'il y a du bisphénol A à l'intérieur, je dis arrête, t'es comme ça. Merci beaucoup. Peut-être des questions du public, donc peut-être juste dire, vous introduire en un moment, comme ça on peut situer si vous êtes plutôt du corps médical ou pas, et puis dire si votre question s'adresse à une personne en particulier ou c'est à l'ensemble des participants à la table ronde. Oui. Oui, vous avez parlé du tamoxifène et de son effet contraire en début de traitement. Je voulais savoir sur quelle période vous vous basez et puis si on peut étendre ça aux inhibiteurs de l'aromatase comme l'arimides. Voilà. C'est un mécanisme général de ce type de produit. C'est des effets très. En fait, la dose de tamoxifène, elle monte assez rapidement dans le sang. J'ai pris cet exemple-là pour montrer que même pour des molécules pharmaceutiques, on peut avoir des effets qui sont non linéaires à la dose, mais le tamoxifène n'a pas vraiment de danger pour provoquer des cancers du sein. En tout cas, je pense. Je suis pas. Peut-être que le corps médical sera mieux placé que moi pour répondre à ça, mais
ces très nombreux médicaments qui ont une courbe en U, comme on dit, hein, une courbe de dose-réponse qui n'est pas linéaire, pas progressive, mais avec d'après les doses, des effets qui sont tantôt stimulants, tantôt antagonistes. Et ces tamoxifènes, c'est vrai que ça s'observe cliniquement, mais le tamoxifène reste un médicament très utile et recommandable pour la prévention secondaire du cancer du sein. Mais d'ailleurs, il pose quelques problèmes écologiques. Voilà, c'est ça. On l'a testé on a eu un projet ensemble, on l'a testé sur des petits organismes et puis effectivement on voit qu'il est tératogène sur la deuxième génération des organismes. Et on a des cycles de vie très courts de quelques semaines. Et puis on voit que la première génération n'est pas très affectée, mais à partir de la deuxième, on a des effets. Et puis les autres, les inhibiteurs de l'aromatase, l'arimidex, c'est la nouvelle génération de ces médicaments. On les a pas testés. Non, c'est ce que je voulais dire. Ils marchent différemment, mais ça revient à dire. En fait, une des grosses sources de micropolluants, c'est pas seulement des perturbateurs endocriniens, des micropolluants, c'est la prise de médicaments, effectivement, qui va se retrouver dans les eaux de surface, qui vont traverser les stations d'épuration à peu près sans se modifier, qui vont les déverser dans les nappes phréatiques, dans le lac, etc. On enrichit aussi beaucoup notre environnement avec nos déchets de médicaments. Et la quantité d'antidépresseurs qu'on retrouve dans l'environnement, c'est Madame, oui, je suis anesthésiiste et maman. Est-ce que les filtres Brita pour nettoyer l'eau, ça change quelque chose? Alors, non, sur les substances chimiques. En fait, moi, j'ai jamais vu une étude où on montre clairement qu'il y a une réduction. C'est même parfois, c'est vraiment fait pour le calcaire, hein, donc c'est pas vraiment fait pour les substances chimiques, donc ça peut retenir certaines substances chimiques. Mais après, il y a un effet de filtre, c'est-à-dire au bout d'un moment, ça sature aussi, donc vous n'allez pas forcément avoir une rétention sur le long terme. Mais surtout, l'effet négatif possible, c'est que si vous ne les changez pas souvent, vous avez des développements bactériens, et ça peut être bien plus problématique que les substances chimiques que vous avez dedans. Donc, c'est pas forcément... Je sais qu'on fait pas mal, il y a beaucoup de maintenant d'industrie, des petites firmes qui font la publicité sur mettre quelque chose au robinet et tout pour filtrer les substances chimiques. J'ai pas vu d'études prouvant tout ça, vraiment une efficacité, voir c'était justement plutôt plus problématique. Il faudrait vraiment mettre du charbon actif et le changer régulièrement. Les tupperwares, si on les lave dans le lave-vaisselle, est-ce qu'après on est bon? Non, ça se lave au fur et à mesure. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas les chauffer. Parce que là, c'est là que vous avez la migration maximum des... Vous répondez à ma place, hein, si vous voulez. mais en fait, puis c'est même pire en vieillissant, apparemment, les plastiques. Le relagage est pire avec le vieillissement du plastique, d'après ce que j'avais vu. Et puis dernière question, les bouteilles PET. C'est pas du polyéthylène pur et rien d'autre dedans? C'est du bisphénol aussi? Non. Il n'y a pas de bisphénol dans les PET. Et c'est pas du polyéthylène, c'est un polyéthylène, je sais plus, il y a un phtalate dedans, mais c'est un phtalate qui est considéré comme non toxique. Il a été testé de nombreuses fois et il n'y a pas d'effet. On pourra continuer à prendre des bouteilles en plastique. Vous pouvez identifier clairement celles qui sont dangereuses, celles qui ne sont pas dangereuses, mais par précaution, on évite tout simplement d'utiliser des bouteilles en plastique. C'est plus simple. Merci beaucoup. Oui, je suis infirmière ici. Alors, je veux savoir à quel point on peut vraiment croire dans le bio, ici en Suisse. C'est là que la bio est vraiment Ici en Suisse, je sais pas, mais il y a beaucoup d'études sur le bio qui ont montré des réductions, en tout cas des concentrations en pesticides. Dans le bio, il n'y a pas d'études très claires qui démontrent un effet du bio sur la santé humaine. Non, c'est ça. Mais sur le contrôle des aliments, il y a clairement moins de substances chimiques. Vraiment. Par précaution, par exemple, moi je garde, ça m'arrive de mettre des aliments dans des contenants en plastique et de les garder au frigo, mais par contre je ne vais jamais les chauffer avec. Je vais la mettre dans une assiette et après je vais chauffer à ça. C'est des principes, des devoirs en verre, c'est encore mieux. Oui, à côté de ça, monsieur. Non, allez-y d'abord. Il y a une émission pour des produits bio, puis il y avait des saucisses belles qui n'étaient pas bio, soi-disant que c'est présenté bio. Maintenant, quand ça arrive des choses comme ça,
est-ce que ces gens-là qui sont punissables? Est-ce qu'il y a un loi là-dessus? On voit bio, mais c'est pas bio. Parce que je me suis fait une opinion comme ça qu'au niveau global, rien n'est fait pour un citoyen qui doit voir moi, tout ça en bouteille à verre. J'ai connu ça comme enfant, vivre simplement, moi, pas avoir 50 produits, mais on les met pour vendre, consommer comme ça. Et puis personne n'est responsable. Je pense qu'en quelqu'un qui met un produit à marché, je ne sais pas, l'eau comme ça, il doit s'assurer que réussit tous les tests autour, que ça ne soit pas plein de cochonneries comme ça, avant de les mettre sur le marché. Comment c'est possible qu'un État ne peut pas réglementer ça? Alors, parce qu'il y en a trop de produits, où ils sont finis, puis vous leur dites qu'on donne ça et ça, et comme il faut. Est-ce qu'il y a des citoyens qui pensent comme ça? Je suis sûre que. Non, alors moi, je dirais, pour l'eau potable, par exemple, il y a. Oui, je ne sais pas. Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. C'est. Voilà, ça me gêne un règlement comme ça. Je ne sais pas qui c'est qui est responsable. Généralement, les industriels qui veulent mettre sur le marché un pesticide, c'est eux qui font les tests sur leurs produits, c'est eux qui payent les tests sur leurs produits. Généralement, ça a un effet pervers parce que c'est eux aussi qui font les conclusions. Donc, vu que ça coûte très cher. Ils sont réanalysés par les. Oui. En Suisse, oui. Quand si on regarde les européens, en Suisse, on évacue. En Suisse, on fait chaque fois que quelqu'un veut mettre une nouvelle substance sur le marché ou bien un nouveau produit, on l'évalue vraiment. C'est évalué par l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de la santé publique et puis aussi le SECO pour la protection des travailleurs. Mais je crois que on a un peu de bouteilles plastiques en eau. Je veux dire, tout le monde dit pas beau. Comment ça se fait qu'ils sont sur le marché? Comment ça se fait? Non, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est pas bien. Moi, je ne savais pas. Alors, le problème, c'est que on n'a pas démontré que ça allait provoquer vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est a priori, enfin, on a des indices comme quoi c'est peut-être pas très bon, mais on n'a pas de preuves comme quoi c'est néfaste. Et du coup, on ne peut pas dire sur des présomptions en disant peut-être que ça sera néfaste, donc on va interdire. Si on fait comme ça, on interdit tout. C'est ça. C'est ça. On ne va pas réussir à trouver une limite. Donc on ne peut pas non plus dire il faut interdire pour interdire. Sinon, je ne sais plus. Et vous condamnez? Il y a une condamnation pour des erreurs. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit c'est du bio et que ce n'est pas du bio, c'est pas mon domaine, parce que la sécurité alimentaire, c'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire qui s'occupe de ça, mais je pense qu'ils vont ils vont aller chez l'industriel pour leur dire c'est la publicité mensongère. C'est ça. Mais après, voilà. Mais ce que je voudrais quand même dire au niveau du contrôle, par exemple, pour l'eau potable, il y a un contrôle, il y a un organisme, par exemple à l'Auxin du service de l'eau, qui fait qu'il est assez proactif pour le contrôle de l'eau, en fait. Et après, au niveau du bio, justement, il y a des contrôles qui sont faits. Bien sûr, on ne peut pas aller contrôler tout. Donc, si vous voulez être sûr, vous allez au marché, vous discutez avec l'agriculteur, et c'est là que vous êtes le plus sûr. C'est quand même triste, par exemple, tous ces produits de l'eau, peut-être bien au magasin qu'on n'achète pas. Juste, on peut continuer la discussion sur l'apéritif. Donc, peut-être je peux prendre un peu de questions, monsieur Labac. Merci. Oui. Moi, je suis médecin assistant et moi, je me pose plusieurs questions, notamment par rapport à la législation. Vous avez dit qu'on ne peut pas tout réguler sans savoir si vraiment il y a des effets ou pas. On a vu la perversité des études menées par les industriels, etc. Moi, ce que je voulais juste vous poser comme question, je pense que c'est plutôt pour vous, c'est de savoir s'il y a des projets, par exemple, d'étiquetage sur les emballages des substances qu'on retrouve dans l'emballage lui-même. Ça, c'est la première question. Et puis de savoir s'il y a aussi, la deuxième question, s'il y a des normes qui sont déjà mises en place par rapport notamment aux produits qui sont destinés aux enfants. Moi, j'ai des jumeaux qui ont bientôt 2 ans, et qui boivent bientôt depuis 2 ans, peut-être pas les 6 premiers mois, mais depuis un certain temps des biberons en polyéthylène, je pense en polypropylène, qui n'a pas de BPA. Mais voilà. Qu'en est-il? Et puis, est-ce que ce principe de précaution a un moyen de s'appliquer tout de même? Alors, concernant les emballages, alors ça c'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire qui s'en occupe. Je ne crois pas qu'il y a de projets qui sont actuellement en cours.
c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. Si on commence à mettre des étiquettes pour l'intérieur du produit, plus des étiquettes pour l'emballage du produit, vous allez vous retrouver après entre toutes les étiquettes. Les grandes étiquettes, il faudra les étiquettes pour vous dire ce qu'il y a dans les étiquettes. Surtout que le fait de faire ça là-dedans, ça ne vous dit pas. Ça ne vous dira pas ce que c'est pas. Parce que les cosmétiques, c'est déclaré, mais vous ne savez pas. Oui, c'est ça. Donc après, alors, est-ce qu'il y a des projets qui sont... Sincèrement, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. On voit par exemple des produits bio. Tous les produits bio sont emballés dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, oui. Alors a priori, il y a une obligation de les emballer. Je ne suis pas au courant réellement, mais ils sont tous emballés dans un film plastique alimentaire. Alors à ce moment-là, on perd peut-être un peu le bénéfice. Alors c'est évident qu'il y a peut-être moins d'accumulation de pesticides liés à le mode de culture, mais par rapport au transport et puis aux moyens de conditionnement, à ce moment-là, on se retrouve face à un problème. Maintenant, il y a du bio aussi. Il y a des produits bio qui sont industriels et voilà, c'est plus beaucoup de positifs sur la santé, ces produits-là. Et par rapport à ce que vous disiez, donc justement les emballages, l'effet de contamination est 1000 fois supérieur dans ces eaux-là par rapport à un pesticide qui est dessus. Donc du bio emballé, c'est pas présent. Non. Donc il y a plus a priori d'imprégnation dans le moyen de stockage. C'est très fort. Je pense pas. Je pense que l'exposition avec les pesticides se retrouvera plus facilement qu'il y aura plus de résidus dus aux pesticides que dus à l'emballage. Mais pas dans du bio. Mais voilà. Et peut-être que je peux juste ajouter une question plus ouverte. Quels sont les projets qui sont en cours par rapport à toutes ces discussions, par rapport à l'OFSP? Les projets dans quelle direction est-ce que l'Office fédéral de la santé publique s'oriente actuellement par rapport à cette problématique? Alors, nous, on essaye vraiment maintenant de faire déjà cette collaboration au niveau inter-office pour vraiment avoir une vision globale de la problématique. On collabore avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, l'environnement, l'agriculture, Swissmedic, le SECO pour la protection des travailleurs, et puis j'en ai oublié l'environnement. Oui, Swissmedic aussi. Donc, on travaille ensemble, on essaye d'avoir une vision en commun. Après, on est aussi un petit peu, au niveau réglementation, on est aussi en attente au niveau international, parce que voilà, on attend ces critères d'identification de l'Union européenne. On fait beaucoup de choses là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en plus? On essaie d'améliorer la communication. On a justement fait cette fiche d'information sur les perturbateurs endocriniens. Là, on va s'attaquer à des substances, on va commencer à travailler sur des substances spécifiques, par exemple les phtalates. On a des fiches d'information là-dessus, mais qui ne sont pas encore harmonisées. Donc là, on essaye aussi de travailler là-dessus. On a aussi des projets de recherche qu'on soutient. Par exemple, la pénétration du bisphénol A dans la peau, on a fait beaucoup de choses là-dessus à l'OFSP. Je sais qu'il y a aussi, on essaye aussi de lancer un monitoring au niveau, un biomonitoring au niveau humain dans la population complète en Suisse. Là, on va pouvoir évaluer la charge en produits chimiques de nombreux produits chimiques, en fait, pas seulement des perturbateurs endocriniens, mais aussi des métaux lourds, mercure, etc. Ça, c'est un projet vraiment à long terme qui devrait partir bientôt, normalement. Donc voilà, on essaie de faire plein de choses pour essayer de couvrir un peu tous les aspects et pour pouvoir réduire un peu, pour améliorer le risque pour la population. Il faut vraiment attendre l'Europe pour ça. Mais quand on fait goûter dans l'eau dans une bouteille en verre et puis les bio dans le papier, il faut être pour chicher et tout. C'est quoi? Je disais, en France, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On a ces cohortes de personnes qui sont suivies pour la contamination des femmes enceintes. On a aussi récemment le Haut Comité à la santé publique a publié des nouvelles normes nutritionnelles pour dire les normes maintenant nous disent que, je crois qu'on peut appeler ça des normes, des guidelines, qui nous disent que les gens doivent éviter de manger des aliments qui sont potentiellement contaminés par des pesticides. Donc, le gouvernement français ne dit pas manger bio, mais c'est maintenant officiel. Il y a quand même
c'est vrai qu'on peut faire quelque chose au niveau national, pas besoin d'attendre l'Europe. Mettre bouteille dans le verre et puis emballer le bio en papier, c'est pas difficile. Il y a des magasins où vous les mettez en prix. Alors peut-être, madame, peut-être comme ça on peut prendre d'autres questions. Il y a encore, voilà. Oui. Alors, je suis biologiste, mais en fait, pour revenir pour les emballages, même si on emballe dans du papier, le problème c'est que certains agents qui permettent de créer le papier ou certains agents qui vont blanchir le papier contiennent des perturbateurs endocriniens qui agissent aussi sur les hormones féminines. Donc tout ça en fait devient vite un casse-tête. Moi je pense, voilà, d'après mes expériences ayant travaillé sur bisphénol A et sur la glande mammaire, je dirais que vraiment la zone où on devrait faire attention, c'est durant la grossesse et chez les jeunes enfants. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est à ce moment-là, au cours du développement embryonnaire et au cours du développement des enfants en bas âge, qu'on peut modifier à long terme l'expression de gènes des cellules donc des enfants, et que c'est en fait cette mémoire-là qui va poser problème après et qui va faire que nos cellules, alors pour les hormones féminines, sont plus réceptives aux hormones après environnantes. Donc je pense que nous, en tant qu'adultes, on a été certainement exposés, ça c'est sûr, mais je veux dire, si maintenant on peut faire attention pour nos enfants et lorsqu'on est enceinte, on va réduire peut-être après le fait que ces cellules deviennent hyper responsives, qu'elles répondent trop à en fait, des hormones présentes après à l'âge adulte. Merci. Ce que je me demandais aussi, c'était au niveau du milieu médical. Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites? Est-ce que les jeunes docteurs sont mis au courant de ces problématiques-là? C'est vrai qu'en tout cas, on est confronté quand même. Enfin, moi, je suis assez sensible. Probablement que cette sensibilité vient plus de l'extérieur. Et puis, c'est pas du tout véhiculé dans le milieu médical. Là, je suis actuellement en une année d'anesthésie. Et puis, perfusion, le plastique qu'on utilise dans le quotidien, tous les médicaments qu'on utilise, t'as aucune idée. Tout le monde se dit, ah, mais c'est probablement pas bon. Voilà. On s'arrête là, parce qu'on n'a pas d'alternative. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes, quand ils voient les femmes enceintes, qui leur disent faites attention aux emballages en plastique? Non. Voilà, oui, madame. Oui. Pour en revenir à ce que j'avais aussi dit, je suis éducatrice en crèche et je travaille avec des bébés. Et nos bébés ont des jeux en plastique qu'ils mettent, bien sûr, ça passe tout par la voie orale, bouche, voilà, ils croquent, ils mordent, etc. Donc, pour revenir à ce que vous dites, donc, on est envahi, nos bols où ils mangent, où les enfants mangent, c'est des bols en plastique. Que parfois, bien sûr, on chauffe au micro, etc. avec le couvercle en plastique. Donc, déjà de base, à la nurserie que je travaille, je suis là, je réfléchis, je suis là, d'accord. On est envahi, nos jeux qu'ils mettent en bouche, nos assiettes. Il n'y a que ça. Et par rapport aux hormones que je vous racontais, donc il y a un gros décalage déjà de base, depuis la base là, de chez nous, les enfants qu'on accueille en crèche, c'est énorme. Et il n'y a rien, pas de réglementation, aucune chose autour de ça. Alors c'est à nous les professionnels de justement, voilà, via ces forums, justement, d'être sensibles et on jette tout à la poubelle. À la place, je sais pas, les jeux en bois, par exemple. Moi, je sais que j'ai eu cette discussion parce que c'était à la crèche, j'ai fait changer la crème solaire en fait. Parce que voilà. Et puis j'ai eu la discussion avec le directeur de la garderie et il me disait on est déjà en train de se battre pour l'alimentation, on réussira à avoir quelque chose de local. Attendez, on va la suite après. Parce qu'il y a aussi des budgets limités, etc. Mais c'est clair, alors moi je suis complètement d'accord, il y a des bons pertes, parce que on parle des serviettes hygiéniques et du glyphosate, machin, mais dans les pampers. Déjà de base, ouais. Voilà, voilà. Et puis il y a énormément de choses au niveau des cosmétiques et puis énormément de choses au niveau des jouets. Et puis on sait que les enfants ils sont au niveau du sol, on parlait des retardateurs de flamme, donc tout ce qui est tapis et autres, il y en a énormément. Donc les enfants c'est ceux qu'on en plus, alors, en mettant tout à la bouche, on était au niveau de la poussière et autres. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que dans les crèches, il pourrait y avoir une réflexion à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, quelles seraient les choses justement qu'on pourrait mettre en place? Genre privilégier des jeux en bois C'est pas forcément si évident parce que les jeux en bois, le bois est recyclé par les insecticides et les fongicides. C'est vrai qu'on attend,
on cherche une alternative, et l'alternative est peut-être encore plus toxique. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour nous de réguler, parce que de dire, voilà, on interdit ça, on vous encourage à faire ça, mais finalement, on ne sait pas, voilà. Mais sur les cosmétiques, on peut faire quelque chose. Ouais. Et puis, au niveau de la poussière aussi, ménage souvent. Ouais. Voilà, c'est des choses aérées, l'aspirateur souvent, vraiment, c'est des choses qui peuvent améliorer la condition. Ah oui, pardon. Alors là-haut, d'abord, juste une question rapide. Laure est très orientée femme. Pour les femmes, lors d'un contrôle gynécologique, il y a souvent une utilisation du lubrifiant. Alors, c'est pas très souvent, mais le lubrifiant, quand on l'utilise, j'ai regardé souvent ce qui est utilisé ici au CHUV, c'est du KY. C'est le KY qui a quoi dedans? Du parabène. Donc, la question, alors, et puis pour les femmes qui ont un problème de. Désolée pour ces messieurs, mais quel type de lubrifiant, du coup, parce que c'est une zone qui est quand même assez sensible, naturelle, sans perturbateur endocrinien, il pourrait y avoir. Mais je pense qu'il faut aussi quand même faire une distinction des choses qui sont souvent et peu souvent. J'ai une dame une fois qui avait très peur parce qu'elle mangeait des fraises, puis on m'a dit qu'il y avait des pesticides sur les fraises, puis je dis mais vous mangez combien de fois de fraises par année? Elle m'a dit 4-5 fois. Alors voilà, donc c'est vrai que... La réflexion, excusez-moi, la réflexion vient pas pour les femmes qui vont une fois chez les gynécologues une fois par année, mais pour celles qui ont des problèmes justement suite à un traitement médical et qui doivent utiliser ça régulièrement. Alors après, au niveau des parabènes aussi, ceci dit, les parabènes c'est une famille de substances et elles n'ont pas toutes le même effet. Donc à voir aussi lesquelles sont tenues de normes, ils ne sont pas tous problématiques. Donc il faudrait voir déjà ce qu'il y a dedans, mais après des alternatives, je pense qu'on peut trouver. Mais voilà, je ne connais pas le domaine. Donc. Effectivement, il faut vraiment faire attention, pas faire une généralisation. Tous les phtalates ne sont pas dangereux, tous les parabènes ne sont pas dangereux. Les bisphénols, on en parlera encore, mais voilà, mais a priori, il ne faut quand même pas non plus tous les mettre dans le même panier. Oui, peut-être la réponse. Professeur Duclin a soulevé la notion de micropolluante et j'aimerais voir la perspective avec la nanotechnologie. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, justement, parce qu'en fait, il y a plein de substances, notamment des conservateurs, qui ont été remplacés par des nanoparticules, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Et là, on est bien plus loin encore qu'avec les substances chimiques, d'après moi, parce que déjà, rien que de quantifier ces nanoparticules dans l'environnement qui s'agglomèrent très vite, on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent, etc., elles perdent leurs caractéristiques si elles s'agglomèrent. Là, on est très loin d'avoir une idée de ce que peut représenter le risque de ces nanoparticules. Et c'est vrai qu'elles ont remplacé dans beaucoup de produits, elles ont remplacé notamment les bactéricides, puisqu'elles sont utilisées comme agent endocrinien. J'ai vu dans les yogourts, il y a même du dioxyde de titane pour le monde plus blanc. Oui. Le dioxyde de titane, il n'est pas nano. Il peut l'être. Oui, alors il peut l'être, mais s'il est nano, il est transparent. Et s'il est comme blanchissant, il n'est pas nano. Mais s'il est bactéricide, il est nano. Donc voilà, donc au niveau des nanos, en fait, je dirais que la science et la recherche est partie très vite et a produit plein de choses pour lesquelles on n'a juste encore aucune idée des risques. C'est inquiétant. Voilà. Encore des questions. Oui, vous avez. Bonjour, moi je travaille dans le service de néonatologie ici au CHUV. On travaille avec des prématurés qui sont à la fois très exposés et très vulnérables aux différents chimiques, toxines que vous évoquiez. On s'est intéressé notamment à travers la problématique des phtalates et on a bien montré aussi la complexité des questions. Et par rapport à votre question sur la formation du monde médical, clairement, je pense qu'elle est insuffisante, même dans le domaine de la périnatologie, qui est particulièrement critique, ce que vous avez expliqué. Insuffisance en pré et en post-grade. Et puis, je pense que là, il y a vraiment un axe à développer, à renforcer de mon point de vue. Et on a fait actuellement, on a fait une petite enquête de pratique, mais aussi de sensibilisation à la problématique en France, en Suisse et en Belgique. Et les premiers résultats confirment vraiment une insuffisance d'information déjà, y compris dans nos professions. Et pour rebondir là-dessus, je me demandais aussi si, quand on voit un petit peu de difficultés, finalement, d'essayer d'adapter son mode de vie et les coûts aussi que ça peut représenter, parce qu'avec les bio-cuisiniers, etc., c'est quand même des choses qui sont plutôt luxueuses et coûteuses.
et il faut avoir le temps de s'en préoccuper. C'est aussi, après, l'éducation, il y a l'éducation médicale, mais il y a l'éducation aussi scolaire, que vous n'avez pas tellement abordé, ce qui existe au niveau des programmes de l'OSP ou des sensibilisations des enfants, des ateliers qu'on pourrait leur faire. Alors, à l'OSP actuellement, on est en train de faire de la sensibilisation pour les produits chimiques. Vraiment, on a des programmes scolaires pour les écoles. Vraiment, on a des modules où on arrive, on leur donne des jeux, des activités à faire pour faire la précaution générale aux produits chimiques. On n'a pas au niveau des perturbateurs endocriniens spécifiques, mais vraiment, on est parti plutôt dans une optique globale. Ça, c'est déjà un point qui est actuellement en cours. On a vraiment une campagne là-dessus actuellement. Après, c'est vrai qu'au niveau de la formation et puis de l'information pour les femmes enceintes et des choses comme ça, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une préoccupation. Et je pense que ça va être un des sujets qu'on va essayer de lancer dans les prochains temps. On va vous dire, ça ne va pas être à court terme, ça ne va pas être en 2017, ça va pas être en 2018. Ça va être dans un moyen terme. Vraiment, je pense qu'on va vraiment essayer d'améliorer l'information pour les médecins et puis après pour les femmes enceintes aussi. Si je peux rajouter quelque chose par rapport aux enseignants, c'est qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui sont maintenant formés à la durabilité, c'est notamment les profs en géographie. Et puis, ils sont formés, alors il y a le VVF, il y a différentes choses aussi qui font des formations pour eux, mais aussi au niveau de la HEP, ils sont formés. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas tous autant à l'aise. Par exemple, s'ils viennent tous les jours en voiture, voilà, ils sont un peu de la peine. Mais en gros, ça vient de plus en plus. Et moi, je vois mon fils qui a 6 ans, mais maintenant, il commence déjà à être formé sur les déchets, sur les etc. Donc, je trouve qu'il y a une sensibilisation et on a beaucoup d'enseignants qui viennent dans les cours qu'on fait aussi. Se renseigner eux-mêmes pour pouvoir transmettre après aux enfants. Alors c'est pas systématique et pas forcément obligatoire, mais je trouve que la sensibilité elle est là. C'est vrai que tout est à faire, c'est pas seulement les perturbateurs endocriniens et alerter les médecins, c'est l'hygiène chimique en général et à inventer. On a l'hygiène microbienne, on s'est protégé des bactéries, des virus, c'est très efficace et maintenant on a inventé l'hygiène chimique, c'est quelque chose qui est vraiment assez hallucinant. D'ailleurs, je profiterai d'être là pour dire quelque chose, c'est qu'effectivement, on parlait avant de réduire en fait, ces substances chimiques qui rentrent dans l'environnement. Thierry en a un petit peu parlé aussi avec les médicaments. On essaye aussi d'agir par secteur. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec les agriculteurs sur la réduction des pesticides, mais aussi des antibiotiques qui sont donnés aux animaux, etc. Puis on a essayé de sensibiliser aussi notamment les infirmières. Moi, j'ai donné des cours, des cours ponctuels à l'école de la source, par exemple, aussi, mais aussi avec les médecins. Parce qu'en fait, finalement, les médicaments, les bacs de désinfection qui passent dans les éviers, effectivement, ça se retrouve finalement au lac derrière. Et puis, ça contribue à la contamination de l'environnement. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup à faire aussi, en termes de réflexion pour essayer d'éviter que ces substances se retrouvent finalement dans notre environnement et peut-être finalement dans notre eau ou dans notre alimentation. Et en agissant comme ça aussi, en informant les gens par secteur, on attend aussi qu'il y ait des changements de pratiques. C'est une prise de conscience individuelle. Parlez-en autour de vous, dans vos familles. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est enceinte, faites attention et parlez-en autour de vous. Ça commence par là. Je viens peut-être juste à présenter encore quelque chose. Au niveau de la Confédération, il y a l'Office fédéral de l'environnement qui a lancé un nouveau programme qui s'appelle Micropole, où en fait on va rénover les principales steppes de Suisse pour diminuer justement la charge en micropolluants dans l'environnement, dans l'eau des lacs particulièrement, et puis aussi en aval des stations des grandes villes surtout. Donc on essaye aussi vraiment là de diminuer de manière générale. Alors, petite anecdote, les travaux pour la création ou l'amélioration de la nouvelle step viennent d'être lancés il y a 2 semaines, donc c'est en train de faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Peut-être justement par rapport à la pollution des rivières, il y a quelques années, on disait, notamment en faisant de la pilule et compagnie, que les poissons changeaient de sexe. Est-ce que vous savez ce qu'il en est en Suisse? Oui, alors il y en a en Suisse aussi. En fait, c'était la première preuve, ça a été donné en Angleterre, où en fait, ils ont effectivement remarqué qu'il y avait des poissons mâles qui avaient aussi développé, comme ça a été montré pour les grenouilles, qui avaient développé des organes femelles. En Suisse, il y a eu des études, on a financé un grand projet
Le projet national de recherche, voilà. Excusez-moi, je cherchais le nom en français. On avait vraiment un projet national de recherche sur les perturbateurs endocriniens et on a mesuré dans ce cadre de ce projet les poissons intersexes dans les eaux en Suisse et puis on a trouvé effectivement qu'il y en avait aussi en Suisse. Mais je voudrais juste mettre un mais parce qu'on a trouvé principalement dans le lac de Thun, c'est là que ça a été beaucoup étudié et en fait on n'a pas pu mettre ça en relation avec la chimie et une des hypothèses c'est que ça soit lié à leur alimentation plus qu'à des produits chimiques. Donc il faut aussi faire attention à ça, c'est pas forcément non plus toujours la chimie qui est en cause, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer un rôle aussi. Et là en l'occurrence on n'a pas réussi à faire le truc. J'avais juste une question. Par rapport aux médicaments qui se retrouvent dans l'urine et dans les eaux, puis par après au robinet, qu'est-ce qui passe là? Que ce soit la pilule, les antidépresseurs, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça dépend beaucoup des molécules. Il y a des molécules qui sont très solides, puis d'autres qui se fixent en l'air, qui se dégradent très rapidement. En Suisse, on a de la chance que notre cycle de l'eau il est très long. Nos eaux usées, elles vont plutôt en France. Nos eaux, elles reviennent par l'atmosphère, etc. Mais dans les pays plats où on boit l'eau de la nappe phréatique qui est assez rapidement enrichie, typiquement en Allemagne, en Hollande, etc., ces pays très plats, là, on retrouve pas mal de médicaments dans les eaux de boissons. En Suisse, c'est quand même exceptionnel, non? Disons qu'à Lausanne, on a un cycle assez court quand même, parce que la steppe et la station de pompage ne sont pas très très loin. En France, on en retrouve vraiment beaucoup. Et les premiers, c'est les anti-inflammatoires et les antidépresseurs. Enfin, la première, c'est la metformine. La metformine, c'est un antidiabétique. Mais en fait, si vous faites, parce qu'on fait aussi les stupéfiants dans les eaux usées, en fait, on a des très bons ouverts des études sociologiques en fait, sur comment se comporte une société en bassin versant. C'est assez intéressant. Comme tu dis, il y a beaucoup d'antidépresseurs, mais il y a aussi beaucoup d'anti-inflammatoires. Après les 20 km de Lausanne, vous avez un pic d'anti-inflammatoires. Et voilà, donc il y a des choses assez intéressantes où on peut voir comment on se comporte en fait. Effectivement, la metformine, quelques grands anti-inflammatoires, 2 ou 3 antibiotiques, les antidépresseurs aussi. Les antidépresseurs et puis les produits de contraste radiologique. Oui, alors les produits de contraste. Puis qu'on utilise en très très grande quantité aussi. J'avais vu aussi dans l'article de Nouvelle, je suis en Valais actuellement. A priori, ils avaient retrouvé vers Louvray pas mal de prilocaïne aussi. Oui, alors le problème des anesthésies locales. Non. Effectivement, moi je travaille en anesthésie et on fait beaucoup d'anesthésie loco-régionale. Avec ces produits-là, je me demandais si c'était. Mais c'est une source industrielle. En fait, on a un gros problème sur le Léman. Je me demandais si c'était un déchet. On a un gros problème sur le Léman, c'est qu'on a quelques sites de production de chimie un petit peu plus en amont du lac. Et par exemple, si on regarde l'antiépileptique, la carbamazépine qu'on trouve un peu partout, qui est un bon traceur, on a 95% dans le lac qui est de source industrielle. Et les anesthésiants comme la mépivacaïne, la prilocaïne et tout qu'on trouve dans le lac, c'est à 90%, enfin à 99% de sources industrielles. Donc source industrielle, ça ne veut pas dire que les industries rejettent volontairement, ça veut dire que quand ils produisent, ils vont laver les cuves, ils vont changer de processus et autres, et une partie va partir dans les eaux usées. Et par exemple, pour la carbamazépine, ça fait à peu près 800 kg par an qui arrivent dans le lac. Est-ce qu'il y a des régulations là-dessus? Non, parce qu'en fait, dans l'ordonnance sur la protection des eaux, en fait, il y a quelque chose sur les pesticides, mais il n'y a rien sur les médicaments. Donc l'État du Valais a fait une réglementation spécifique pour le canton du Valais sur les rejets en fait, des industries valaisannes. Ça a pris plusieurs années, parce que ça a été discuté avec les industriels. Et maintenant, il y a une réglementation et les entreprises qui produisent les pesticides la respectent, mais les entreprises qui produisent les médicaments ne la respectent pas parce qu'ils prétendent qu'ils ont des bonnes pratiques de laboratoire tellement strictes qu'ils ne peuvent pas changer leur processus aussi facilement. La pharma a tout pouvoir, quoi. C'est un tiers de PIB en Suisse, hein, quand même, la chimie. Ah, faut choisir ce qu'on veut. Est-ce que peut-être juste une dernière question, puis ça va pouvoir, on a un apéritif donc, qui est bio, avec des bouteilles en verre, donc on pourra continuer la discussion. Alors peut-être une dernière question, oui. Je voulais juste savoir, par rapport à tout ce qui vient d'être discuté ces dernières minutes, qu'est-ce qu'il en est pour le CHUV? Alors, pour le CHUV, on a étudié en fait les eaux usées du CHUV, et puis on a regardé un peu. Donc il faut savoir que pour la plupart des médicaments, ça représente en moyenne 3% des médicaments qu'on trouve à la steppe de midi, parce que la plupart des traitements sont en ambulatoire.
pour certains médicaments spécifiques, dans certains antibiotiques qui sont prescrits essentiellement au CHUV, on a une grande quantité qui est émise par le CHUV. Mais sinon, c'est plutôt... Par contre, le problème qu'on a, c'est finalement pas tellement les médicaments, c'est les pathogènes. C'est qu'on a, on a des bactéries multirésistantes, on a des gènes de multirésistance qu'on trouve jusqu'au lac. Et puis, on a certains hépatites et autres qui sont... et eux, ben, ils continuent aussi, on les retrouve à la steppe et on les trouve dans le lac. Peut-être aussi. Mais oui, donc en fait, on a réfléchi avec le CHUV ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, c'est que comme on va avoir une nouvelle steppe à Lausanne qui va très bien traiter les eaux usées, l'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose sur le CHUV, parce que c'est compliqué, il y a plusieurs bâtiments, il y a des sorties un peu partout, donc on ne peut pas faire une steppe spécifique pour le CHUV. Donc l'idée, ce serait de retenir, parce que le gros problème qu'on a, je m'excuse, après ça vient un peu technique, mais c'est qu'en fait, c'est qu'on a des rejets directement dans le lac quand il pleut, parce que le système est débordé, donc ça part directement au lac. Donc l'idée, ce serait de retenir les eaux du CHUV avec un bassin de rétention en cas de pluie, et de renvoyer à la steppe en temps sec, ce qui permettrait de traiter les eaux du CHUV. Ce serait l'idée. Voilà. Après, il faut voir si la direction est intéressée et d'accord de le faire, et le municipal n'est plus là, donc voilà. C'est pas lui qui est en charge. Mais... Voilà, alors merci vraiment beaucoup à